Bonjour, welcome. My name is Nadine Wittlisbach. I'm the director. Je m'appelle Nadine Wettisbach, je suis directrice du musée de Winterthur et je vais modérer cette session sur collectionner la photographie, pratique actuelle et future. Je suis ici avec Claire Strand, Anako Murakami et Victoria Binstock. Ils ont des pratiques très différentes en matière d'acquisition. De nombreux auteurs travaillent avec la photographie, que ce s'agisse de formes papier ou autre. Il y a beaucoup de différences. On va parler des photographes, mais tout d'abord, il s'agit des artistes et des pratiques. Je suis donc ravie que tous les trois puissent nous parler de leur travail actuel, de leurs projets et des questions qui se posent, surtout en matière d'acquisition, par exemple. Alors, nous allons plonger tout de suite. On va d'abord faire un petit échauffement parce qu'on a besoin d'un petit échauffement. Alors, j'ai une question. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Ça n'a rien à voir avec la photographie. C'est pourquoi c'est une question d'échauffement. Je commence avec toi, Victoria. Beyoncé ou Cardi B? Beyoncé. Anako, pain au chocolat ou thé froid? Tu dois simplement choisir la chose que tu préfères. Pain au chocolat ou thé froid? Pain au chocolat. Photographie noir ou blanc? Oui, noir ou blanc, ou couleur. Photo noir et blanc ou photo couleur? Je dirais noir et blanc. Parfait. Bon, j'aime démarrer les présentations. Donc, on va démarrer ici. Victoria Binstock va démarrer avec la première image. Je vais me bouger un petit peu. Alors, bonjour à tous. Je vais démarrer rapidement parce qu'on n'a que 10 slides et 10 minutes et 8 slides, pardon. Donc, je vais parler de la photo. J'utilise la photo de différentes manières, de façon toujours conceptuelle. Donc, tous mes travaux sont construits plutôt que documentaires. Je travaille principalement avec des thèmes qui ont trait avec la culture numérique et la communauté dans laquelle nous vivons. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ce média, la photo, change grâce aux nouvelles technologies. Au cours des 20 ou 30 dernières années, j'ai été témoin de la numérisation, des médias, des réseaux sociaux, des smartphones. Les possibilités en matière d'image ont décuplé. Toutes ces innovations ont un impact sur notre culture visuelle. Et dans mon travail tout à fait passionnante est la dépendance qui existe entre le média et le message. Alors ici, vous voyez une installation ancienne. C'était à Berlin en 2015. J'ai présenté à cette occasion différents travaux, différentes œuvres. C'était assez neuf pour moi à l'époque.
Et je travaillais donc sur la base d'algorithmes de Google. Vous savez que vous pouvez télécharger des images et ensuite Google vous en propose de nouvelles. Donc j'ai mis mes images pour voir à quoi elles étaient, à quelles images elles étaient liées, connectées. Alors, ce qui m'a fasciné dans cet outil, c'est qu'il s'agissait de visualité. C'était une recherche qui se faisait sans mots, sans texte. Il y avait toujours une action, un lien entre l'image et les textes. Et ici, il s'agissait uniquement de contenu visuel. J'avais énormément à dire à propos de la première diapo. Alors, quelques mots encore sur cette présentation. Elle est très différente, mais c'est en fait un ensemble d'œuvres qui va ensemble. Donc, j'ai mis en scène cela avec mon point de départ. Ces images que j'ai trouvées en ligne étaient libres de trouver leur forme, et c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez passer à la suivante. Alors ici, c'est un exemple de 2020. En réalité, est-ce que vous pourriez passer à la suivante? Voilà. Ici, vous pouvez voir, on voit de plus près, donc vous pouvez mieux voir ce qui se passe quand on combine des images qui ne sont pas liées au niveau de leur contenu. Alors, il s'agit d'une collaboration entre moi et la machine. J'ai délégué une partie de mon travail à un algorithme, mais j'avais encore du contrôle sur l'image totale. Je voulais... C'est également un acte d'autonomisation, d'empouvoirment. Est-ce qu'on peut revenir à l'installation précédente? Voilà. Alors, donc comme je le disais, ça date de 2020. C'était au Klems à Berlin. Cette installation montre quelques-uns de ces travaux. Mon idée était de montrer différentes couches et surtout dans une salle où on pouvait circuler d'une image à l'autre, dans ces différentes couches, si je puis dire, d'images. On passe à la suivante. Alors ça, c'est l'installation du bac où on ne voit pas d'image. Pas de contribution visuelle, mais ici, vous avez la possibilité de voir ce qui se trouve derrière l'image. Des informations que l'on ne voit pas en général dans une exposition. Il n'y a pas de titre d'œuvre, ma signature n'y figure pas. Donc l'idée, c'était de faire une analogie avec les métadonnées des images numériques que l'on trouve en ligne. Ce sont tout ce que vous ne voyez pas. C'était l'idée, en fait, de cette expo. Alors, on peut passer à cette installation. Elle date de 2022. C'est à Oldenburg, dans une grande institution au nord de l'Allemagne. Comme vous pouvez le voir sur ce mur, ça s'appelle Proof. J'ai arrangé et collé plus de 100 photos, ou plutôt des impressions test. Et en général, elles sont imprimées avant que les images finales
Quoi qu'il en soit, je les ai collectionnés au cours des années sans savoir ce que j'allais en faire. Et ensuite m'est venue l'idée de faire cela parce que cela représente également un processus qui est un défi dans mon travail. Mais en général, ça n'est pas visible par le public. Ici, on peut voir les détails. Donc, le détail donc, de ce mur. Mon engagement vis-à-vis de la photographie me prend beaucoup de temps, chronophage. C'est une lutte permanente avec mes propres idées. Cette installation est également un hommage à mon propre travail en tant qu'artiste, avec les pour et les contre, je pense. Vous pouvez voir quelques notes également sur ces impressions. Je fais souvent beaucoup d'essais, donc et c'est une démonstration de du temps qu'il faut pour réaliser tout ça. On peut passer à la diapo suivante. Alors, je vais passer très rapidement parce qu'il s'agit de nouvelles photos. C'est du travail, ça fait partie de mon travail plus récent. Vous allez pouvoir les voir à Paris Photo et à la galerie Klems. Ça fait partie d'un ensemble qui est des œuvres en cours pour l'instant. Ça s'appelle Digital Semiotics. Toutes ces photos sont inspirées par la communication numérique, dans laquelle on utilise des symboles, des signes pour donner de l'émotion à nos messages ou pour remplacer quelquefois complètement le message. Ce langage visuel qui simplifie notre communication écrite n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il y a pas mal d'argot, donc la signification peut changer d'un groupe à l'autre, d'une génération à l'autre. Les fruits, par exemple, pas dans ce cas-ci, mais il y a des fruits, des légumes qui peuvent être des codes visuels pour échanger un contenu pornographique, par exemple. Vous connaissez tous l'emoji aubergine qui représente le pénis. Et une dernière phrase. Les symboles peuvent être politiques ou un signe de résistance, comme ou le melon pour représenter les couleurs de la Palestine. Pardon, le watermelon. Alors tout cela évolue et donc il peut y avoir une traduction universelle des symboles. Donc il n'y a pas de traduction des symboles, ce sont plutôt des exemples de ce phénomène de communication. Donc j'utilise la photo pour réfléchir à cela en dehors de l'espace. Si vous les trouvez cryptiques ou surréels, ce n'est pas un problème parce qu'il s'agit de ça. Voilà, j'ai fini. Bonjour, je m'appelle Claire Strand. Je vais lire. Je vais vous parler d'une œuvre. Il y a tellement d'informations. Je veux être sûre de tout vous dire. Je vais essayer d'être lente et rapide en même temps. Aujourd'hui, je voulais parler de mon œuvre, un travail que j'ai réalisé en 2016 qui continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai exposé au Bundeskunstel en Allemagne. Plus récemment, mes projets sont devenus
lié au public. Je n'aime pas m'occuper des gens, donc ça n'est pas habituel pour moi. J'aime pourtant être active. Je suis présente physiquement et cela me semble une bonne chose de nos jours. Donc j'ai choisi cela Hoopla parce qu'il me semblait que c'était la bonne manière de réfléchir aux mécanismes du marché. On peut faire des parallèles entre l'activité et alors, les ressources, je suis partie des ressources suivantes. Ici, on le voit dans un parc. C'est là que j'ai démarré ce travail sur Hoopla. Il avait 24 ans là, donc c'est très bien d'utiliser des jeunes dans le travail. Il est difficile pour un artiste de réaliser leur travail et d'en tirer un revenu. Et donc, il me semble que c'est le cas pour moi également. Avec cela à l'esprit, j'ai customisé cela avec le risque, la fortune, la chance, le jeu, etc. Différents termes. Alors, il y a différents blocs. En général, il y a une bouteille de vodka. Avec ce Hoopla, j'ai utilisé 15 de mes photos sur chacun des blocs. Si une photographe une image est alors attribuée et peut être donnée aux gagnants. Donc il y a de la musique, de la lumière et je propose que le public puisse payer 5 € pour lancer 3 cercles, 8 € pour 6 cercles et pour pouvoir gagner une photo. Donc je suis la personne au centre de cette exposition. Je propose de lancer des conversations. J'ai donc mon atelier, les cerceaux et je suis prête à interagir avec le public. Il est important d'entretenir le niveau d'énergie, même si je me présente avec mes vulnérabilités. Nous ne sommes pas tous et tous présentateurs, animateurs par nature. Et cette tradition du hoopla, cela veut dire que le cercle doit entourer non seulement la photo, mais le bloc entier. Je sais que c'est contesté souvent, mais certains clients sont déçus, mais il faut aussi vérifier. Ici, nous avons quand même quelques règles définies pour éviter les confrontations. Pour que ce soit clair, voici à droite comment gagner, à gauche c'est perdu. Le public n'a pas le droit de se pencher pour lancer le cerceau, c'est la règle suivante. Oh, je suis partie trop loin. Je suis partie trop loin. Voici. Donc, les joueurs n'ont pas le droit de se pencher. Et je sais parce que à 10 ans, j'avais moi-même gagné plusieurs fois au Hoopla parce que je me penchais en avant. Et finalement, j'avais pu gagner quelques sachets de thé. Finalement, ce n'est pas tellement important ce qu'on gagne. Mais c'était plus important de gagner. La première fois que j'ai présenté le Hoopla était donc lors d'un salon et la galerie qui me représentait à ce moment-là vendait ses œuvres à leur valeur. Donc en fait, c'était comme si je me faisais concurrence à moi-même. Vous pouvez gagner ma photo par le Hoopla, par le jeu ou en achetant à la galerie à un prix plus élevé. Oh, je suis encore allée trop loin. Donc, quels sont les aspects financiers pour pouvoir développer ce concept
du stand Hoopla. Il faut bien sûr s'assurer que tous les fonds générés sur le stand Hoopla puissent être des recettes pour l'artiste, c'est moi. Mais si ils sont donc achetés par le biais de la galerie, je divise les bénéfices à 50% avec la galerie. Donc finalement, que quelqu'un gagne à ce jeu, tout le monde est gagnant, n'est-ce pas? Donc cette propriété des travaux se démocratise. Il est peu probable que les joueurs pourraient en fait payer le prix complet, mais ils pourraient gagner par le biais des billets à 5 € ou à 8 €. Je vais continuer à avancer sur ce sujet après avoir travaillé lors de cette exposition à Bonn. Pour les images, vous savez que le prix standard est 330 € et nous avons généré plus de 3 400 € par le biais du stand Hoopla, c'est-à-dire 9 fois le prix d'une œuvre. Mais donc le profit, si j'avais vendu autant d'œuvres que ce qui a été gagné sur le stand, mon profit aurait été 1480. Donc finalement, j'ai gagné. Dans ce cas, j'ai gagné. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, je perds. Lorsque je suis au centre du stand, il est très intéressant de voir ce jeu. Certains préfèrent être simplement spectateurs, certains sont très stratèges, certains jouent en équipe, certains s'énervent, certains sont même un peu dépendants. Ils trouvent ça assez addictif et ils dépensent beaucoup. Si parfois je vois qu'ils dépensent vraiment beaucoup sur le stand, je leur propose d'ailleurs d'arrêter. Et au final, dans ce stand, tout le monde joue différents jeux avec différentes attentes. Nous savons que chacun a différents moyens, mais cela devient complètement clair pour moi qu'il ne s'agit pas des images, mais il s'agit vraiment de jouer dans le cadre de ces expositions. Donc ce stand Hoopla est comme un monde de l'art, un microcosme du monde de l'art, où vous avez les collectionneurs, les vendeurs, les acheteurs, un endroit où mener des conversations. Nous entendons des sujets tels que l'excitation par rapport au jeu, les déceptions, les tentatives, les pertes. Je leur donne un lien direct aussi à l'artiste. Nous savons que ce stand Hoopla est disponible. Si vous souhaitez avoir accès à ce stand, contactez-moi par le biais de mon site internet. Je m'appelle Hanako. Tout d'abord, merci Nadine pour votre invitation. Merci à toute l'équipe Paris Photo et pour votre présence ici. Excusez-moi, cela fait 20 ans que je vis à Paris, donc mon anglais n'est plus extraordinaire. Nadine nous a demandé, le thème de la conversation est la conservation, donc je vais suivre les instructions et j'ai choisi certaines de mes œuvres qui pourraient avoir potentiellement posé des problèmes en termes d'exposition ou de conservation. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est celui-ci. Alors, c'est peut-être pas logique peut-être de vous montrer ça à plat. Il s'agit d'une exposition de l'année dernière dans un village qui s'appelle Lictour, un festival de photographie à Lictour donc. Le thème était le parfum et l'idée du parfum, c'est... Donc ma recherche au début de mon travail photographique, je me suis rendu compte au début donc, de mon travail que quand je refaisais certaines expériences, certaines de ces expériences sentaient bon.
Alors, Nicéphore Niepce, par exemple, utilisait des systèmes de développement de photos avec de l'essence de lavande. Et donc l'odeur est... Enfin, j'aime beaucoup cette odeur. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent que l'année dernière, donc ça c'est l'an dernier, c'est une installation de l'an dernier avec un diffuseur que vous pouvez voir. Et donc j'ai diffusé du parfum dans l'exposition. Alors mon approche de la photographie est que je voudrais montrer la photo sans la photo. Dans ce cas, c'est le parfum que je voulais mettre à l'honneur. Alors ici, c'est plus visuel. Ici, vous pouvez voir la même série sur le Qantas Boost. C'est une technique tout à fait particulière en photo qui s'appelle la scénographie. Si vous ne la connaissez pas, c'est normal parce que c'est une technique complètement oubliée. Je l'ai retrouvée dans des documents d'inventeurs et donc j'ai fait des recherches à ce sujet. Aucun musée, pour autant que je sache, ont des exemples de cette période. Alors ça, c'est l'expo qu'on peut voir dans la galerie Jean-Quinto-Gontier à l'Odéon, si vous êtes curieux. En ce qui concerne les questions de conservation et d'exposition, pour moi, c'est assez stable. Vous me demandiez s'il y a d'autres éléments que je veux laisser outre mon œuvre. Cette série que j'ai faite avec de véritables plantes comme un photogramme, d'une certaine façon, les négatifs, quand vous imprimez, en général, vous avez un négatif. Certains musées veulent conserver les négatifs avec l'impression. Mais si c'est le cas, je peux vous les donner. Alors ça, c'est assez similaire à ce que je vous ai montré avant. Ici, je voulais vous montrer les rideaux. C'est également une autre œuvre parce que au cours de ma recherche, donc au tout début, j'ai eu l'occasion de visiter Chalon-sur-Saône, un endroit où et c'était les plus vieilles, c'est l'endroit où on a pris les plus anciennes photos. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'éléments qui n'étaient pas enregistrés. Et ça pouvait être le jardin derrière elle quand elle prenait cette photo. C'est pourquoi j'ai pris donc cette photo du jardin de Monsieur Fourniette et j'ai mis un rideau. Si jamais un collectionneur souhaitait acheter cette œuvre, cela pourrait être la photo que j'ai prise du jardin. Ça pourrait être un plus.
à ajouter, donc à combiner avec celle-ci. Alors ça, c'est quelque chose que vous voyez derrière le rideau et cela est également lié à la photographie, ce qui veut dire tout le monde connaît Daguerre, ce qui a inventé le daguerréotype. Et M. Fornieps correspondait avec Daguerre. Et quand M. Fornieps il faisait énormément d'expériences et Daguerre attendait cette invention. Et un jour, il lui a écrit qu'il était vraiment dans l'attente de ses prochaines découvertes ou inventions. Et donc, c'est son écriture à la main. Et j'interprète ça aujourd'hui que ce désir brûlant peut être confondu en une photographie. Donc, c'est pourquoi j'ai fait donc un néon avec ce néon qui semble brûler. C'est donc l'écriture manuelle. Ok, il me reste 1 minute, parfait. Alors ici, nomenclature de la photographie, il s'agit d'une liste de mots qui veulent dire photographie avant l'idée de la photographie, parce que quand tous les inventeurs travaillaient à leurs inventions, ils devaient inventer également un mot pour mettre un nom sur ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne savaient pas exactement. Ils parlaient copie de gravure, point de vue, expérience, etc. Ils ont créé des néologismes également, aélotophise, etc. Des mots, images autogénérées. Mais au bout du compte, c'est devenu daguerréotype et ça a été le début de la commercialisation des photos. Et j'ai fini cette liste avec daguerréotype parce qu'avec la commercialisation, une nouvelle étape a commencé. Avant cette commercialisation, il y a eu beaucoup de rêves. À l'époque, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de créer, en fait. Donc, j'ai voulu donner une forme physique à ces mots. Alors ici, ce sont des LED. J'étais ravie que ce soit exposé au Getty Center cette année. Avec le LED, ça pourrait être un problème, mais le commissaire de l'expo m'a défendu et finalement ça a été possible. Il y a également une pile de papier, et chacun peut en emporter. C'est l'idée de la photographie, encore une fois. Donc, quand la photo a été inventée, c'était libre pour tout le monde. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ces impressions, cette pile de photos imprimées. Et donc, voilà. J'ai fini? C'est fini? C'est un travail similaire, voilà. Donc ici, il s'agit des travaux perdus, les expériences perdues de Fornieps. Et j'ai fait une liste et je l'ai mise
dans des boîtes de conservation. On sait qu'elles existent par la littérature, mais il n'y a pas de véritable objet photographique. Donc j'ai simplement étiqueté chacune de ces boîtes de conservation avec ce qu'elles contiennent. Vous avez pu entendre et voir ces pratiques si diverses et les différents états, je dirais, comme des états éphémères ou des œuvres qui peuvent être collectées, collectionnées ou qui peuvent être éphémères. Vous voyez, il faut beaucoup réfléchir sur ce sujet. Comment est-ce que ces pratiques peuvent être adoptées de façon la plus intelligente, je dirais, la plus pertinente. Avant de parler alors de ce rapport entre les différentes matérialités, j'aimerais juste souligner qu'il y a bien sûr des collectionneurs privés. C'est très important pour les artistes que les œuvres puissent être achetées et de créer ce rapport intime entre ces collectionneurs et les œuvres. Mais il y a aussi le côté institutionnel. Les musées qui font l'acquisition d'œuvres. Donc, il y a ces différents espaces, bien sûr, d'œuvres qui ne sont pas exposées, d'œuvres qui sont exposées. Mais alors, comment présenter ces différentes pratiques? Il faut parler peut-être de la présence des impressions numériques, digitales maintenant. Et je souhaitais vous poser la question, quelle est la meilleure manière de présenter votre travail tout en maintenant une présence en ligne? Je sais que, Victoria, vos œuvres ne changent pas de forme ou de support, mais si je me tourne vers vous, Claire, Hanako, le stand, est-ce qu'il peut prendre une autre forme? Et alors, quel serait l'impact de cette présentation de votre travail sur Internet en ligne? Qui souhaite tenter de répondre? Oui, donc le stand de Hoopla que je vous ai présenté, c'est une œuvre à part, mais je travaille d'autres façons aussi, puisque il y a peu, j'ai créé une dizaine de tableaux peints qui ont été ensuite donc achetés par plusieurs institutions. C'est merveilleux, mais effectivement, après l'achat, donc j'espère que vous allez effectivement gagner de l'argent, mais donc ces musées, ces institutions vont les conserver et cela coûte cher de bien entretenir, conserver ces œuvres d'art. Donc quelqu'un achète une œuvre d'art, c'est comme un double avantage, nous pouvons dire, double bénéfice. Mais ces institutions, ensuite donc, qui achètent ces œuvres d'art, nous pouvons penser qu'ensuite, elles sont donc à un seul endroit pour toujours. Si quelqu'un souhaitait louer cette œuvre, il faut avoir un système, il faut qu'il y ait un système en place pour cette location. C'est comme si les œuvres disparaissaient quelque part dans les collections privées. Alors c'est comme un avantage de pouvoir aussi montrer cette œuvre sur le site Internet pour montrer que cette œuvre est dans les archives, dans la collection, pour ne pas qu'elle disparaisse. Il faut se dire qu'en fait, cela ne se fait pas. Il y a tellement d'œuvres à numériser. C'est très difficile de rattraper ce retard. Donc, il n'y a pas vraiment de représentation numérique de ces œuvres qui peuvent être, après avoir été exposées, mises dans des archives. Et il faut que ces œuvres soient soit exposées, soit ensuite numérisées, présentées sur le site Internet pour s'assurer qu'elles ne disparaissent pas pour toujours. C'est important, je pense, pour les institutions, les musées,
C'est comme un devoir de prendre soin, non, après avoir acheté une œuvre, de l'entretenir, de l'exposer, mais aussi après de la laisser vivre. Je me tourne vers Anako. Pouvez-vous nous parler du lien entre votre pratique conceptuelle et le texte? Lorsque nous pensons donc à la conservation, préservation, il faut penser au côté matériel, mais aussi transmettre, communiquer l'intention de l'artiste. Donc peut-être un texte, une explication, c'est très important pour comprendre l'essence de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport aussi la présence en ligne des collections de musées? Bien sûr, donc les images, les textes auront un cycle de vie différent. Si nous pensons donc à la vie d'une image, cela dépend bien sûr si c'est une image numérique, en ligne, ou une image sur un autre support. Les supports peuvent se dégrader au fil du temps, même un support numérique peut se dégrader au fil du temps. Donc le support va déterminer la longévité, la durée de vie de l'image. Et nous pouvons dire que pour les textes vont aussi mener leur propre vie, mais cela dépend. Est-ce que le format est un texte en ligne, numérique, ou un texte physique? Et est-ce qu'il est écrit sur papier ou un autre support? Donc ces matériaux, bien sûr, peuvent tous un jour se dégrader. Et ils vont donc déterminer la durée de vie de ce texte. Donc c'est un élément que je ressens chaque jour lorsque je recherche, je fais des recherches pour mes travaux. Parce que la dernière œuvre que je vous ai montrée, ces boîtes pour le travail qu'avec Nicéphore Niepce, il a créé des centaines d'essais pour ses inventions. Mais nous voyons aujourd'hui ce qui reste de ces travaux. Nous avons seulement 10 œuvres parce que les images sont éphémères finalement. Et si c'est considéré comme n'ayant pas très bien réussi, ils vont quelque part disparaître. L'image peut disparaître pour des raisons de chimie, n'est-ce pas, ou de mauvaise préservation. Mais le texte peut survivre. Le texte permet de témoigner de ce qui se passait pendant le processus de création ou la naissance de l'idée, je dirais, la naissance du concept de la photographie. D'accord, nous avançons sur le sujet, que ce soit pour les œuvres physiques, et une question qui s'applique aussi aux projets numériques en ligne. C'est le fait que nous ne savons pas ce que certains matériaux vont devenir, certains supports vont devenir. C'est une question qui se pose, que ce soit pour les collectionneurs privés ou les musées. Les matériaux changent, les supports changent. Donc effectivement, si une œuvre est achetée, il y a donc quelques années plus tard, que ce soit un conservateur ou un collectionneur peut se rendre compte que les couleurs ont changé ou le matériau utilisé pour le support n'est simplement pas bâti, prévu pour survivre parfois au stockage ou à ces expositions moyen terme ou long terme. Est-ce que vous avez de l'expérience? J'imagine que vous avez de l'expérience sur ce sujet, toutes ces matériaux qui pourraient changer de forme, d'aspect. Eh bien, pas tellement de mon point de vue. Oui, tout est voué à changer, mais je n'ai pas rencontré ce problème. Jusque-là, je n'ai pas pu dire que mes œuvres ont changé, tellement changé qu'elles ont dû être remplacées. Mais effectivement, j'ai travaillé précédemment autour de 2011. J'ai décidé de scotcher mes photographies dans le cadre. Je sais que pour les institutions, les musées,
Ils se sont effectivement posé la question de ce qui pourrait devenir avec ce ruban de masquage. Effectivement, pour les collectionneurs privés, ce n'était pas tant un problème, mais la question s'est posée du devenir de ces matériaux. Donc, je sais que de mon expérience, avec ce ruban de masquage, effectivement, la couleur était sensiblement changée. Mais je pense qu'il y a aussi des restaurateurs, n'est-ce pas, conservateurs, dont c'est le métier d'assurer la préservation des couleurs et des œuvres. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer de grands conservateurs dans différents musées, notamment un à qui j'ai parlé de ce problème. Et il m'a répondu, vous êtes l'artiste, c'est vous qui choisissez les matières pour votre travail. Et ce qui advient plus tard adviendra de lui-même. Alors, après cette conversation, j'ai voulu moins penser au changement des supports parce que j'avais pris cette décision d'utiliser le ruban de masquage parce que cela faisait partie du concept pour présenter ainsi mon travail. Et effectivement, c'est comme si ce n'était pas mon rôle de penser au changement d'état de la matière parce que cela pourrait changer mon idée, cela pourrait changer mon œuvre et après le concept ne fonctionne plus. Alors, c'est pourquoi, généralement, je développe ma vision sans penser au devenir. Oui, j'ai travaillé sur Getting Better and Worse, un concept qui présentait justement cette idée du devenir, en fait, cette dégradation de l'œuvre était le concept de mon travail il y a quelques années. Donc, effectivement, nous savons que nos œuvres, finalement, vont petit à petit changer et l'artiste, cela ne devrait pas venir interférer avec le concept de l'artiste. Ah, très intéressant de parler de ce rôle de l'artiste et peut-être l'institution, le musée doit aussi remplir un rôle. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, si une œuvre est très délicate pour une raison ou une autre, la question se pose effectivement, combien de temps pouvons-nous exposer cette photographie et comment cette exposition est-elle mise en place, que ce soit des questions de cadre utilisées ou quel est le support d'impression? Parce que, bien sûr, un projet pourrait être présenté sur dossier et ensuite nous pouvons imprimer à différents formats, bien sûr. Ces questions se posent et il faut effectivement, du côté des musées, de se poser la question de cette gestion des œuvres. Mais il peut y avoir des instructions très claires de la part des artistes. De mon point de vue, du côté des achats, acquisitions, il faut vraiment comprendre aussi, est-ce que les matières racontent une histoire en plus de l'œuvre? Est-ce que vous pouvez partager si vous avez des souhaits à exprimer, que ce soit les musées ou collectionneurs? Comment entretenir ou installer? Nous recevons souvent, bien sûr, des instructions sur l'exposition, mais nous apprécions d'avoir aussi un petit peu l'historique. Est-ce qu'il y a eu des collaborateurs? Comment les décisions sur les supports ont-elles été prises? Vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous appréciez de pouvoir donner des instructions au musée après, pour la suite, après l'achat? Oui, une question à poser, c'est d'abord, il faut dire que numériser, ce n'est pas synonyme de conservation. Cela en fait partie. Mais bien sûr, en numérisant une œuvre, vous pouvez conserver cette œuvre. Cela devient des données. Mais cela ne veut pas dire que l'œuvre d'art complète est préservée ou conservée de cette façon. Parce que même les données numériques, bien sûr, elles dépendent aussi d'un support physique. Elles sont sur un serveur ou sur un disque dur, bien sûr.
Mais ce sont des objets qui ne sont pas éternels non plus. Je ne sais pas si vous y pensez aussi, mais pour moi, les premiers travaux numériques que j'ai créés pendant mes études de master, je sais que elles sont sur un disque dur quelque part chez mes parents, mais je ne sais même pas si je peux encore y avoir accès. Peut-être que ces œuvres sont perdues à jamais. Donc, si vous pouvez télécharger des données, même si vous pouvez maintenant stocker sur le cloud, imaginons qu'il y ait un tremblement de terre, une destruction d'un serveur, vous perdez ces données. Nous perdons tout. Donc, effectivement, il vaut mieux alors diviser le risque pour pouvoir préserver et par exemple avoir la présence physique de l'œuvre. Ah oui, et si cet élément physique, nous savons, a eu aussi une durée de vue limitée, durée de vie limitée, mais peut-être une plus grande histoire. Je comprends tout à fait ce que vous partagez, Anako. La plupart des institutions doivent se poser cette question, bien sûr, de l'infrastructure, que ce soit l'infrastructure physique et numérique. Oui, ce qui est important de noter, c'est dès le début, au moment de l'acquisition, de l'achat, il faut que les règles soient définies. J'ai expliqué autour du stand Hoopla qu'il y a des règles. Tout le monde, en appliquant les règles, sait exactement ce qui se passe. J'ai des œuvres avec un format de pendule, avec les impressions qui sortent du cadre, qui sont pour un client qui a été acheté. Donc, il y a des règles. Il faut sortir les impressions en rythme. Vous savez que vous pourriez décider d'imprimer avec un certain support en utilisant une matière similaire à la gélatine, par exemple, vous savez que cette œuvre va disparaître dans 10 ans. Ce ne serait pas juste de ne pas le divulguer, de ne pas le dire dès le départ. Donc, je pense que ces règles doivent être claires, que tout le monde sache. Est-ce que vous souhaitez faire l'acquisition en sachant qu'effectivement, dans 10 ans, le support sera peut-être en partie détérioré, que les règles du jeu soient claires dès le début. Oui, je pensais à la présence de collections en ligne sur Internet. C'est très important pour le public parce que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas accès à tous les musées du monde physiquement. Mais s'ils ont un site Internet, il est beaucoup plus facile, bien sûr, d'ouvrir leurs portes. Alors, j'encouragerais tous les musées qui peuvent le faire à ouvrir leurs portes ainsi en développant leur collection en ligne. Donc, pas seulement pour montrer les œuvres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est effectivement plus simple pour mon travail avec des photographies uniques, mais sans voir l'installation réellement. Vous n'avez pas vous ne comprendrez pas vraiment les proportions. Et quand vous passez d'espace à un autre espace, d'une galerie à une autre galerie, c'est un cheminement très important pour apprécier les œuvres, donc accompagné de textes, je pense que c'est pertinent aussi pour pouvoir se plonger dans un travail. Mais donc, je pense que les institutions, les musées puissent proposer ce type d'outils en ligne, mais il y a aussi bien sûr beaucoup de conservateurs, de personnes qui effectuent des recherches par le biais des sites Internet des musées. Donc, c'est une chance aussi que ce soit un outil pédagogique. Donc, il ne nous reste que quelques minutes. Mais j'aimerais juste alors poser la question, est-ce que toutes les trois ou pourraient partager une expérience d'acquisition, d'achat, une œuvre que vous avez pu vendre ou placer dans une collection ou que vous ayez pu vendre à un collectionneur privé, quelque chose qui était trop complexe ou quelque chose qui vous a marqué en tant qu'artiste dans votre histoire avec vos œuvres. Oui, je peux me lancer rapidement.
J'ai mentionné quelques œuvres déjà, mais je sais que le musée VEA a fait l'acquisition d'une de mes œuvres, Signs of a Struggle, les signes d'une lutte. C'est une œuvre que j'avais beaucoup emmenée un peu partout. J'avais cette idée que, en emportant cette œuvre avec moi, beaucoup, je la mettais dans mon sac et par osmose, j'allais avoir plus de liens, de connaissances sur cette œuvre. Et donc, c'était un travail sur des archives, fausses archives, et le musée Victoria and Albert en a fait l'acquisition. Un cauchemar pour le conservateur, il faut dire, mais ils l'ont effectivement acheté. Mais ce qui m'a marqué, c'était finalement ce saut. C'était une œuvre que j'ai emmenée dans mon sac un peu partout, dans mon espace privé, puis un travail qui a été archivé. Et maintenant, puisque cela fait partie de la collection du V&A, il faut, pour la voir, avoir des gants blancs, peut-être un témoin avec vous, dans un espace très protégé. Cette évolution est très curieuse, finalement, quand je prends du recul et je pense cette œuvre qui était dans cet espace assez intime, qui maintenant devient une œuvre publique et très protégée, je trouve que c'est drôle. Oui, si j'ai le temps, je partagerai mon vécu, effectivement. Une des premières œuvres que j'ai créées avec eBay, par exemple, et des images de globes. À ce moment-là, j'avais acheté sur eBay en 2000 ces images. Et j'ai créé donc cette installation assez énorme avec des colis que je recevais de personnes, ces colis de globes. Et donc, il y avait, dans le cadre de cette exposition, des photos, des globes. Et au fil du temps, je passais d'un studio à l'autre. Et il était assez difficile de garder cette œuvre, de la transférer d'un lieu de stockage à un autre. Enfin, j'ai pu l'intégrer au Museum Folkband dans une grande collection. Mais effectivement, la question s'est posée du devenir de ces colis. En fait, je me souviens de d'un stagiaire d'ailleurs, qui a commencé à ouvrir ses cartons en se disant que l'œuvre est à l'intérieur, alors que ces cartons faisaient partie de l'œuvre, étaient l'œuvre en eux-mêmes. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de problèmes en cas de malentendu. Mais il est très important de conserver ces œuvres qui sont à la fois fragiles, et j'y réfléchis régulièrement pour ces œuvres de grande taille. Si elles ne sont pas intégrées dans une collection bientôt, je n'aurai peut-être pas la place, simplement, physiquement, de stocker. Et c'est une question qui se pose, du stockage. Donc nous avons effectivement, c'est pour cela que les musées jouent un rôle important de préservation. Ils ont la place. Il nous reste seulement une minute, Hanako Murakami. Effectivement, l'image a changé derrière nous. Oui, rapidement, je souhaitais juste partager l'épisode lié à l'œuvre présentée. Donc, avec les mots présentés sous forme de LED. Donc, j'ai présenté cette exposition en mai cette année. En fait, moi, j'ai seulement envoyé les œuvres et leurs instructions. C'était clair finalement. Mettez les LED sur le mur et il y a une pile de documents de papier. Mais 3 jours avant l'ouverture de cette exposition, j'ai reçu une image des conservateurs qui m'ont dit « Ça y est, nous avons installé vos œuvres ». Mais c'est là que j'ai vu que cette pile de papier, je souhaitais la voir à 40-50 cm
Mais à la place, ils avaient mis cela à... Il y avait seulement une pile de 3 cm de papier entourée de plastique. En fait, j'ai compris que cela pouvait poser un problème de sécurité. Les normes de sécurité dans ce musée sont très, très importantes. C'était une question de qu'il n'y ait pas d'enfants qui bousculent cette pile, etc. Mais effectivement, en discutant avec l'équipe des conservateurs, je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi négocié le fait de ne pas couvrir les LED, les mots LED avec une protection en plastique. Mais donc, ils avaient couvert effectivement cette pile de documents, cette pile de papier, de plastique pour la protéger. Et j'ai dû effectivement négocier avec la galerie pour que le travail soit présenté conformément à mes instructions. Et tout s'est bien passé. Au final, nous étions tous heureux. Mais bon, c'était l'histoire que je pensais partager avec vous. Merci, Hannah Cochler, Victoria. Merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci, Paris Photo, pour l'organisation de cet événement. Je pense que nous avons entendu que même si créer des œuvres d'art, cela peut être risqué, mais c'est aussi très inspirant. Nous devons prendre soin des pratiques de nos artistes. Merci pour votre attention. Very nice to meet you.